Bonsoir. Mais les amis, on est le 20 juillet. Le premier stream, il était le 17 juin. Ça veut dire que ça fait un mois qu'on stream. Officiellement. Ouais. Enfin, qu'on stream. Je stream et vous êtes là. Et c'est déjà pas mal. C'est l'heure du mystère. Du mystère de la chambre. Du mystère de la chambre jaune. On va descendre dans la table des matières pour lire le chapitre 8. Chapitre 8. Le juge d'instruction interroge Mademoiselle Stangerson. Mais c'est trop bien. Mais ça veut dire qu'elle est pas morte. Ça veut dire qu'on va pouvoir l'entendre parler. Je suis joie. 5 minutes plus tard, Joseph Rouletabille se penchait sur les empreintes de pas découvertes dans le parc sous la fenêtre même du vestibule quand un homme, qui devait être un serviteur du château, vint à nous, à grandes enjambées, et cria à monsieur Robert Darzac qui descendait du pavillon. Vous savez, monsieur Robert, que le juge d'instruction est en train d'interroger mademoiselle. Monsieur Robert Darzac nous jeta aussitôt une vague excuse et se prit à courir dans la direction du château. L'homme courut derrière lui. Si le cadavre parle, fis-je, cela va devenir intéressant. Mais il est con, le narrateur. Sinclair, tu me déçois, je te donne ma voix et tu me fais passer pour une idiote. Ça va pas du tout. Mais il est con, il dit si le cadavre parle. Pépé. Il me fatigue. Sinclair, déjà, la semaine dernière, il nous a sorti des absurdités qui nous ont valu devoir faire rire Rouletabille. Moi, j'avais pas préparé de rire pour Rouletabille, j'étais bien embêtée. Et là, il nous balance des idioties. Si le cadavre parle, fis-je, cela va devenir intéressant. Il faut savoir, dit mon ami. Allons au château. Et il m'entraîna. Mais, au château, un gendarme placé dans le vestibule nous interdit l'accès de l'escalier du premier étage. Nous dûmes attendre. Pendant ce temps-là, voici ce qui se passait dans la chambre de la victime. Le médecin de la famille, trouvant que mademoiselle Stangerson allait beaucoup mieux, mais craignant une rechute fatale qui ne permettrait plus de l'interroger, avait cru de son devoir d'avertir le juge d'instruction, et celui-ci avait résolu de procéder immédiatement à un bref interrogatoire. À cet interrogatoire assistèrent Monsieur de Marquet, le greffier, Monsieur Stangerson, le médecin. Je me suis procuré plus tard, au moment du procès, le texte de cet interrogatoire. Le voici dans toute sa sécheresse juridique. On va rigoler. Sachant que c'est le juge Marquet qui parle, donc je vais faire la voix du juge Marquet. Est-ce que vous êtes prêts ? Demande. Sans trop vous fatiguer, êtes-vous capable, mademoiselle, de nous donner quelques détails nécessaires sur l'affreux attentat dont vous avez été victime ? Réponse. Je me sens beaucoup mieux, monsieur. Et je vais vous dire ce que je sais. Quand j'ai pénétré dans ma chambre, je ne me suis aperçue de rien d'anormal. Pardon, mademoiselle, si vous me le permettez, je vais vous poser des questions et vous y répondrez. Cela vous fatiguera moins qu'un long récit. Faites, monsieur. Quel fut ce jour-là l'emploi de votre journée? Je le désirerais aussi précis, aussi méticuleux que possible. Je voudrais, mademoiselle, suivre tous vos gestes ce jour-là, si ce n'est point trop vous demander. Je me suis levée tard, à 10h, car mon père et moi, nous étions rentrés tard dans la nuit, ayant assisté au dîner et à la réception offerte par le président de la République en l'honneur des délégués de l'Académie des sciences de Philadelphie. Quand je suis sortie de ma chambre à 10h30, mon père était déjà au travail dans le laboratoire. Nous avons travaillé ensemble jusqu'à midi. Nous avons fait une promenade d'une demi-heure dans le parc. Nous avons déjeuné au château, une demi-heure de promenade jusqu'à 1h30, comme tous les jours. Puis, mon père et moi, nous retournons au laboratoire. Là, nous trouvons ma femme de chambre qui vient de faire ma chambre. J'entre dans la chambre jaune pour donner quelques ordres sans importance à cette domestique qui quitte le pavillon aussitôt, et je me remets au travail avec mon père. À 5h, nous quittons le pavillon pour une nouvelle promenade et le thé.
Elle fait une déposition ou un story time. Je pense que c'est un story time. Au moment de sortir, à 5 heures, êtes-vous entré dans votre chambre? Non, monsieur. C'est mon père qui est entré dans ma chambre pour y chercher, sur ma prière, mon chapeau. Et il n'y a rien vu de suspect? Monsieur Stangerson va parler. Évidemment, non, monsieur. Et du reste, il est à peu près sûr que l'assassin n'était pas encore sous le lit à ce moment-là. Quand vous êtes parti, la porte de la chambre n'avait pas été fermée à clé. Non, nous n'avions aucune raison pour cela. Vous avez été combien de temps parti du pavillon à ce moment-là, monsieur Stangerson et vous? 1 heure environ. Et c'est pendant cette heure-là, sans doute, que l'assassin s'est introduit dans le pavillon. Mais comment? On ne le sait pas. On trouve bien dans le parc des traces de pas qui s'en vont de la fenêtre du vestibule. On n'en trouve point qui y viennent. Aviez-vous remarqué que la fenêtre du vestibule fut ouverte quand vous êtes sorti? J'ai vraiment eu une passion pour le juge Marquet. J'ai craché. Il est énorme, c'est dégueulasse. Et donc, Mathilde Stangerson répond à la question du juge Marquet, qui dit « Je ne m'en souviens pas. Elle était fermée. Et quand vous êtes rentré? Je n'ai pas fait attention. Elle était encore fermée. Je m'en souviens très bien, car en rentrant, j'ai dit tout haut, vraiment, pendant notre absence, le père Jacques aurait pu ouvrir. » Étrange, étrange. Rappelez-vous, monsieur Stangerson, que le père Jacques, en votre absence et avant de sortir, l'avait ouverte. Vous êtes donc rentré à 6 heures dans le laboratoire? Et vous vous êtes remis au travail? Oui, monsieur. Et vous n'avez plus quitté le laboratoire depuis cette heure-là jusqu'au moment où vous êtes entré dans votre chambre? Ni ma fille, ni moi, monsieur. Nous avions un travail tellement pressé que nous ne perdions pas une minute. C'est à ce point que nous négligeons toute autre chose. Vous avez dîné dans le laboratoire? J'imagine qu'il est horrifié à cette idée, parce que pour lui, un dîner, ça doit être hyper important. Oui, pour la même raison. Avez-vous coutume de dîner dans le laboratoire? Nous y dînons rarement. L'assassin ne pouvait pas savoir que vous dîneriez ce soir-là dans le laboratoire. Je ne pense pas. C'est dans le temps que nous revenions vers 6 heures au pavillon que j'ai pris cette résolution de dîner dans le laboratoire, ma fille et moi. À ce moment, nous fûmes abordés par mon garde qui me retint un instant pour me demander de l'accompagner dans une tournée urgente du côté des bois dont j'avais décidé la coupe. Je ne le pouvais point, et remis au lendemain cette besogne, et je priai alors le garde, puisqu'il passait par le château, d'avertir le maître d'hôtel que nous dînerions dans le laboratoire. Le garde me quitta, allant faire ma commission, et je rejoignis ma fille, à laquelle j'avais remis la clé du pavillon, et qu'il avait laissée sur la porte à l'extérieur. Ma fille était déjà au travail. À quelle heure, mademoiselle, avez-vous pénétré dans votre chambre pendant que votre père continuait à travailler? À minuit. Le père Jacques était entré dans le courant de la soirée dans la chambre jaune pour fermer les volets et allumer la veilleuse comme chaque soir. Il n'a rien remarqué de suspect? Il nous l'aurait dit, le père Jacques est un brave homme qui m'aime beaucoup. Elle me saoule, Mathilde. Elle me saoule. Mais c'est la voix que je lui ai donnée en même temps, hein, donc c'est tout. Mais moi, je pensais qu'elle serait morte. S'il vous plaît, est-ce qu'elle meurt à un moment donné? Est-ce qu'il y a une deuxième attaque? Ce serait quand même très cool qu'il y ait une deuxième attaque. C'est quoi ces morts qui parlent? Moi, je pense qu'elle va remourir. Forcément. Vous affirmez, monsieur Stangerson, que le père Jacques ensuite n'a pas quitté le laboratoire, qu'il est resté tout le temps avec vous? J'en suis sûre. Je n'ai aucun soupçon de ce côté. Mademoiselle, quand vous avez pénétré dans votre chambre, vous avez immédiatement fermé votre porte à clé et au verrou. Voilà bien des précautions, sachant que votre père et votre serviteur sont là. Que craignez-vous? Mon père n'allait pas tarder à rentrer au château, et le père Jacques à aller se coucher. Et puis, en effet, je craignais quelque chose. Vous craignez si bien quelque chose que vous avez emprunté le revolver du père Jacques sans le lui dire. C'est vrai, je ne voulais effrayer personne, d'autant plus que mes craintes pouvaient être tout à fait puériles. Et que craignez-vous donc? Je ne saurais au juste vous le dire. Depuis plusieurs nuits, il me semblait entendre dans le parc et hors du parc, autour du pavillon, des bruits
Insolite, quelquefois des pas, des craquements de branches, la nuit qui a précédé l'attentat, nuit où je ne me suis pas couchée avant 3 heures du matin, à notre retour de l'Élysée, je suis restée un instant à ma fenêtre et j'ai bien cru voir des ombres. Mais combien d'ombres? 2 ombres qui tournaient autour de l'étang. Puis la lune s'est cachée et je n'ai plus rien vu. À cette époque de la saison, tous les ans, j'ai déjà réintégré mon appartement du château où je reprends mes habitudes d'hiver, mais cette année, je m'étais dit que je ne quitterais le pavillon que lorsque mon père aurait terminé pour l'Académie des sciences le résumé de ses travaux sur la dissociation de la matière. Je ne voulais pas que cette œuvre considérable qui allait être achevée dans quelques jours fût troublée par un changement quelconque dans nos habitudes immédiates. Vous comprendrez que je n'ai point voulu parler à mon père de mes craintes enfantines et que je les ai tues au père Jacques qui n'aurait pu tenir sa langue. Quoi qu'il en soit, comme je savais que le père Jacques avait un revolver dans le tiroir de sa table de nuit, je profitai d'un moment où le bonhomme s'absenta dans la journée pour monter rapidement dans son grenier et emprunter son arme que je glissai dans le tiroir de ma table de nuit à moi. J'ai envie de faire un pré-shot. Peut-être les ombres n'ont rien à voir avec le crime et le truc. Peut-être que les ombres, c'est les 2 concierges du domaine, qui étaient d'ailleurs tout habillés, on le rappelle, alors qu'ils étaient censés être allés dormir, et qu'ils font du braconnage ou de la pêche intempestive pour se nourrir. Puisqu'ils étaient au bord de l'étang. Dans l'étang, il y a quoi? Il y a des pichons. Demandez à Gollum. Le lac est bleu, c'est merveilleux. Je sais plus la chanson, mais Gollum il sait. Et les poissons, ils sont savoureux dans la chanson, je vous le dis. Ça se trouve, il est complètement tort, mais de toute façon, j'ai pas le cerveau de Joseph Rouletabille. Petit poisson, fort bien goûter. Titi, on a les mêmes rêves. Mon précieux. Vous ne vous connaissez pas d'ennemis? Aucun. Vous comprendrez, mademoiselle, que ces précautions exceptionnelles sont faites pour surprendre. Évidemment, mon enfant, voilà des précautions bien surprenantes. Non, je vous dis que depuis 2 nuits, je n'étais pas tranquille, mais pas tranquille du tout. Tu aurais dû me parler de cela. Tu es impardonnable. Nous aurions évité un malheur. Le père qui shame et engueule sa fille alors qu'elle prend des précautions. Ah Monsieur Stangerson, je ne t'aime pas beaucoup. La porte de la chambre jaune fermée, mademoiselle. Vous vous couchez? Oui, et très fatiguée, je dors tout de suite. La veilleuse était restée allumée. Oui, mais elle répand une très faible clarté. Alors, mademoiselle, dites ce qui est arrivé. Je ne sais s'il y avait longtemps que je dormais, mais soudain, je me réveille, je poussai un grand cri. Oh oui, un cri horrible. À l'assassin, je l'ai encore dans les oreilles. Vous poussez un grand cri? C'est un fin psychologue, le juge Marquet. Il utilise l'écoute active et il répète tout ce qu'elle dit. C'est merveilleux. Je suis sûre qu'il a fait un petit séminaire au tribunal. C'était quoi son patelin déjà, l'autre abruti? Donc il a dit vous poussez un grand cri. Et Mathilde Stangerson de répondre. Un homme était dans ma chambre. Il se précipitait sur moi, me mettait la main à la gorge, essayait de m'étrangler. J'étouffais déjà. Tout à coup, ma main, dans le tiroir entrouvert de ma table de nuit, parvint à saisir le revolver que j'y avais déposé et qui était prêt à tirer. À ce moment, l'homme me fit rouler à bas de mon lit et brandit sur ma tête une espèce de masse. Mais j'avais tiré. Aussitôt, je me sentis frappée par un coup terrible à la tête. Tout ceci, monsieur le juge, fut plus rapide que je ne pourrais le dire. Et je ne sais plus rien. Plus rien? Vous n'avez pas une idée de la façon dont l'assassin a pu s'échapper de votre chambre? Aucune idée. Je ne sais plus rien. On ne sait pas ce qui se passe autour de soi quand on est morte. Et non, Mathilde, on ne sait pas ce qui se passe autour de soi quand on est morte. Mais le juge Marquet, il en a encore dans sa petite cervelle. Cet homme, était-il grand ou petit? Je n'ai vu qu'une ombre qui m'a paru formidable. Ouh, formidable au sens début du XXe siècle du terme. Ça veut dire effroyable, ça veut dire
effrayant, c'est... Ah, j'adore. Vous ne pouvez nous donner aucune indication? Monsieur, je ne sais plus rien. Un homme s'est rué sur moi. J'ai tiré sur lui. Je ne sais plus rien. Ici se termine l'interrogatoire de mademoiselle Stangerson. Joseph Rouletabille attendit patiemment monsieur Robert Darzac. Celui-ci ne tarda pas à apparaître. Dans une petite... Non, pas du tout, je rajoute des mots, dans le plus grand des calmes. Dans une pièce voisine de la chambre de mademoiselle Stangerson, il avait écouté l'interrogatoire et venait le rapporter à notre ami avec une grande exactitude, une grande mémoire et une docilité qui me surprit encore. Grâce aux notes hâtives qu'il avait prises au crayon, il put reproduire presque textuellement les demandes et les réponses. En vérité, M. Darzac avait l'air d'être le secrétaire de mon jeune ami et agissait en tout comme quelqu'un qui n'a rien à lui refuser, mieux encore, quelqu'un qui aurait travaillé pour lui. Le fait de la fenêtre fermée frappa beaucoup le reporter, comme il avait frappé le juge d'instruction. En outre, Rouletabille demanda à M. Darzac de lui répéter encore l'emploi du temps de M. et Mlle Stangerson le jour du drame, tel que Mlle et M. Stangerson l'avaient établi devant le juge. La circonstance du dîner dans le laboratoire sembla l'intéresser au plus haut point, et il se fit redire 2 fois, pour en être plus sûr, que seul le garde savait que le professeur et sa fille dînaient dans le laboratoire, et de quelle sorte le garde l'avait su. Moi aussi ça m'a fait tilter quand il y a eu le truc du garde. Quand M. Darzac se fut tu, je dis « Voilà un interrogatoire qui ne fait pas avancer beaucoup le problème. » « Il le recule, » obtempéra M. Darzac. « Il l'éclaire, » fit pensif Rouletabille. C'est une fin de chapitre où, une fois de plus, on se fait bis la galette par Rouletabille. J'adore. Moi, je suis toujours paumée. Bah oui, Mag, bis la galette, non, je bis la galette, tout ça, vous avez le contexte quand même. Est-ce que vous avez eu une enfance ? Bonjour, bonsoir. Ici le juge Marquet. Comme vous pouvez le constater, je mène cette enquête d'une main de maître, et ce sans l'aide du moindre greffier, pour cause de congé d'été. Nous avons appris dans ce chapitre que Mathilde Stangerson n'était pas sereine. Pensez-vous que les ombres qui la préoccupent sont celles des concierges que nous avons arrêtés? Je n'espère pas, sinon cela signifie pour moi que l'enquête s'arrête sur une résolution des plus pataudes. En tout cas, je vous remercie d'avoir étudié avec moi ces pièces à conviction et vous invite à partager cette enquête autour de vous, suivre notre travail en vous abonnant pour ne rater aucune des étapes et surtout, pour garder l'œil ouvert et tenter de résoudre l'incroyable, le formidable, que dis-je, l'ineffable mystère de la chambre jaune. Bien cordialement, le juge Marquet.